Alors préparez-vous parce qu'aujourd'hui, on plonge tête la première dans une analyse linguistique absolument fascinante. On va décortiquer des revendications historiques vraiment audacieuses issues de nos sources et plonger au cœur du grand débat sur les origines des langues mondiales. En gros, c'est un véritable voyage à travers le temps, directement dans l'ADN des mots qu'on utilise tous les jours. Et la question qui déclenche tout ça, celle que pose notre document source, elle donne un peu le vertige. Sur les quelques 5000 langues qui existent aujourd'hui sur Terre, est-ce qu'il y en a une seule, qui serait la langue mère de toutes les autres? Est-ce que toutes ces langues ont poussé dans leur coin de manière complètement indépendante, ou bien est-ce qu'elles partagent toutes exactement la même racine? Eh bien, c'est ce mystère fondamental qu'on va explorer ensemble. Voici comment on va procéder. On va d'abord aborder le grand mystère de la langue maternelle pour ensuite comparer les chronologies historiques. Après ça, on parlera de la richesse des racines linguistiques, du symbolisme caché des lettres, pour finir sur des connexions étymologiques mondiales qui risquent de vous surprendre. L'idée, c'est de vraiment décortiquer les arguments de notre source point par point. On commence tout de suite avec la première partie, le mystère de la langue maternelle. Pour bien comprendre l'ampleur du sujet, il faut d'abord réaliser une chose. Le langage humain, c'est gigantesque. On parle de 5000. C'est le nombre de langues différentes parlées aujourd'hui dans le monde, selon notre source. D'ailleurs, rien que sur le continent américain, on en compte près de 2000. Quand on prend conscience de ce volume littéralement massif, on se rend vite compte que chercher une seule origine commune à tout ça, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin planétaire. Et justement, voici le cœur du débat. L'auteur de notre source rejette totalement ce qu'on appelle l'évolution indépendante. L'idée que ces milliers de langues se seraient développées chacune de leur côté sans jamais s'influencer, pour lui, c'est non. Son argumentaire défend bec et ongle la théorie d'une origine unifiée, c'est-à-dire qu'une seule langue mère s'est ramifiée, un peu comme une cascade, pour donner naissance à toutes les langues modernes que l'on connaît. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, la comparaison des chronologies. L'analyse de la source met en lumière un décalage temporel, et pas des moindres. D'un côté, le conférencier affirme que l'hébreu est apparu il y a environ 4000 ans, autour de 1200 ans avant notre ère. Mais de l'autre, il avance que l'origine de l'arabe remonterait à 8000 ans. Pour mettre ça en perspective, l'argument soutient que l'arabe, parce qu'il serait plus ancien de plusieurs millénaires, est le seul vrai candidat structurel pour être cette fameuse langue originelle. Et pour appuyer cette revendication, la source sort sa preuve matérielle. Elle cite la découverte d'un texte vieux de 4000 ans, retrouvé dans les mines de turquoise du Sinaï. Selon la citation exacte de l'auteur, ce plus ancien manuscrit du monde serait écrit en arabe. Il utilise cette trouvaille archéologique comme la preuve irréfutable que l'arabe a l'ancrage historique nécessaire pour être la fondation des autres langues. Passons maintenant à la troisième partie, les racines et la mécanique de cette richesse linguistique. C'est ici que les chiffres deviennent vraiment impressionnants. La source base son argumentaire sur la quantité de racines linguistiques, ces fameux mots de base. Regardez bien, l'arabe écraserait la concurrence avec environ 16 000 racines fondamentales. En face, l'hébreu n'en posséderait que 2500 et les langues d'origine saxonne autour de 1000. Pour l'auteur, cette abondance phénoménale prouve une flexibilité sans pareille, rendant les autres langues, mécaniquement parlant, beaucoup moins riches. Et cette comparaison, elle se poursuit jusque dans l'alphabet. On a 28 lettres pour l'arabe contre 19 à 22 lettres pour l'hébreu, selon l'époque. La source s'en sert pour littéralement catégoriser les langues. L'idée avancée, c'est que les langues avec moins de lettres et de racines seraient des langues dérivées de troisième niveau qui découleraient de langues beaucoup plus complètes, dites de premier niveau, comme le serait l'arabe. Mais le plus fascinant, c'est la façon dont les mots se multiplient. Prenez un mot anglais très simple comme tall, pour dire grand. Il est statique, il ne bouge pas. Mais son équivalent arabe, toul, eh bien, c'est comme un arbre qui pousse des branches partout. Ça donne tawela, yatoul, tawil, mustatil. L'intervenant explique que ce système d'arborescence crée un réservoir de vocabulaire géant capable d'exprimer des nuances infinies à partir d'un seul concept de base. Du coup, ça amène à un autre concept clé, la redoutable efficacité de cette langue. L'analyse montre que là où l'anglais a besoin de 4 mots entiers pour dire « I shall not go », l'arabe fait exactement la même chose, de manière formelle, en seulement 2 mots, « lan azahab ». Pour notre source, c'est le signe évident d'une densité et d'une puissance linguistique bien supérieures. Quatrième partie, et là on entre dans quelque chose d'assez conceptuel, le symbolisme profond des lettres. Pour que ça ait du sens, il faut qu'on définisse ce que la source appelle une langue de niveau 5. Accrochez-vous bien, dans une langue de ce niveau, les lettres ne sont pas juste des sons mis bout à bout au hasard. Non.
Chaque lettre possède son propre symbolisme, sa propre image mentale et sa propre signification, et ce, bien avant d'être rattachée à une autre lettre pour créer un mot. Concrètement, ça donne quoi? La transcription nous donne des exemples phonétiques précis. Prenez la lettre arabe ha. Selon l'auteur, ce son transporte intrinsèquement la notion de chaleur ou d'intensité. C'est pour ça qu'on la retrouve dans Oma pour la fièvre ou Hariq pour le feu. À l'inverse, le son guttural Kha serait physiquement lié à la négativité. Et bim, on le retrouve dans Khiana pour la trahison ou Khinzir, le cochon. C'est l'idée que le son en lui-même dicte le sens du mot. C'est quand même dingue d'y penser comme ça, non? Et enfin, 5e et dernière partie, les fameuses connexions étymologiques mondiales. La source met en évidence ce qui ressemble presque à un jeu de pistes phonétiques à travers les langues européennes. Le mot arabe kaf, ça donne cave en anglais et en français. Le mot kasr, il serait l'ancêtre du castle anglais et du castello italien. Et kist, qui veut dire justice, aurait tout simplement donné les mots just et juste. Pour le conférencier, c'est pas une simple coïncidence, c'est la preuve mathématique que l'arabe est la racine cachée de nos langues modernes. Et ça s'applique à des mots de tous les jours. Hard résonne avec earth en anglais ou RD en allemand. Sukar se transforme en sugar ou tsukar. Le vêtement camis devient notre chemise ou la camisa italienne. Selon l'argumentaire, ces emprunts qu'on retrouve absolument partout tentent de démontrer qu'il y a un héritage universel qui vient d'un seul et unique endroit. Alors là, ça devient encore plus surprenant. La source cite les travaux du docteur Mohamed Abdulaziz sur les termes médicaux modernes. Selon lui, la cornée viendrait de cornea, qui veut dire semblable à une corne. La rétine viendrait de rudeina, un tissu filé. La pupille est de bouaïb, une petite porte. Et le glaucome serait issu de galk, qui signifie un blocage. Ces affirmations médicales proposent une filiation scientifique que peu de gens soupçonnent. Et on ne s'arrête pas là, on remonte carrément jusqu'aux hiéroglyphes égyptiens. La source affirme qu'ils contiennent des liens directs avec ces fameux termes arabes de base. Par exemple, la prononciation Sabi désignerait les Sabéens, tandis que Hanif illustrerait la religion d'Abraham. Et le plus fou, le mot Moshi, qui combine l'eau et les arbres, serait l'origine phonétique et littérale du nom de Moïse. Si on doit résumer objectivement la thèse centrale de ce document, l'auteur est convaincu que l'architecture linguistique, ce vocabulaire racine complètement hors norme et ces chronologies ultra anciennes, tout cela fait de l'arabe l'origine incontestable des langues du monde entier. D'ailleurs, il est important de préciser que l'intervenant rejette catégoriquement toutes les autres théories, estimant qu'elles sont surtout motivées par des récits politiques plutôt que par de vraies preuves. Bref, ça nous amène à une réflexion finale qui laisse vraiment songeur. À quel point la structure cachée de ces langues anciennes façonne-t-elle la façon dont on comprend l'histoire de l'humanité aujourd'hui? Est-ce que les sons mêmes qui sortent de notre bouche en ce moment renferment les secrets de nos plus lointains ancêtres? C'est une question qui change complètement notre façon d'écouter les autres, vous ne trouvez pas? Merci de nous avoir suivis pour cette exploration. À très vite pour de nouvelles découvertes passionnantes.